Bonjour. Et si la clé pour améliorer les chances de succès en fertilité ne se trouvait pas tant dans le nombre, mais plutôt dans la charge énergétique de chaque ovocyte? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une approche de pointe, le protocole mitochondrial. L'idée, c'est de recharger les batteries de nos cellules. C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais vous allez voir, c'est absolument passionnant et essentiel à comprendre. Voilà la grande question, celle qui est au cœur de tout. Pendant très longtemps, toute l'attention était portée sur le nombre d'ovocytes. Mais ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que la qualité, elle, est encore plus déterminante. Alors comment on fait pour l'influencer? Eh bien la réponse, elle se cache au plus profond de la cellule. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Voici les fameuses mitochondries. Il faut vraiment les imaginer comme les batteries de la cellule. Pour qu'un ovocyte puisse se développer correctement, être fécondé, et puis former un embryon qui a une chance de s'implanter, il a besoin d'une quantité absolument colossale d'énergie. Et toute cette énergie, elle vient de ces petites centrales. Mais alors, que se passe-t-il quand ces batteries commencent à faiblir? C'est précisément là que se situe le problème fondamental que ce protocole tente de résoudre. On parle d'une véritable crise énergétique, mais à une échelle microscopique. Alors concrètement, à qui s'adresse ce type de protocole? Les sources cliniques sont assez claires, elles ciblent des profils bien spécifiques. On pense bien sûr à l'âge maternel, surtout après 35-37 ans, mais aussi à une faible réserve ovarienne, à des antécédents d'embryons de mauvaise qualité ou encore des échecs de FIV à répétition. Bref, toutes les situations où l'on a de bonnes raisons de penser que l'énergie de l'ovocyte est devenue le facteur limitant. Voilà, le cœur du problème, résumé en une phrase. Le temps qui passe et le stress que subit notre corps peuvent littéralement vider ses batteries cellulaires. Et un ovocyte qui manque d'énergie, eh bien, il va avoir beaucoup de mal à accomplir toutes les tâches ultra complexes nécessaires pour créer un embryon en pleine santé. Face à ce défi, la médecine a donc développé des stratégies d'optimisation. Et attention, le mot optimisation est vraiment la clé ici. Il ne s'agit absolument pas d'une garantie de succès, mais plutôt d'une tentative de créer le meilleur environnement possible pour que ces mitochondries puissent fonctionner à leur plein potentiel. Ce protocole, il repose en fait sur 3 piliers, 3 grands axes de travail. Et c'est une préparation qui doit être mise en place bien en amont, souvent pendant 8 à 12 semaines avant même de commencer la stimulation. Ce n'est pas une solution de dernière minute, c'est un vrai travail de fond. Allez, voyons chaque pilier plus en détail. Premier pilier, la supplémentation ciblée. Le plus connu, la star, c'est le coenzyme Q10. Si on reprend notre image de la batterie, le CoQ10, c'est un peu ce qui aide à la recharger plus efficacement. Il participe directement à la chaîne de production d'énergie. C'est l'un des suppléments les plus étudiés dans ce domaine. Ensuite, on a le myo-inositol. Lui, son rôle est un peu différent, mais tout aussi crucial. Il va aider l'ovocyte à mieux utiliser son carburant, le sucre, pour produire de l'énergie. En gros, il améliore la santé métabolique de la cellule, ce qui est fondamental pour que les mitochondries tournent à plein régime. Et puis, il y a d'autres acteurs importants qui viennent compléter ce tableau. La DHEA, mais attention, uniquement dans des cas bien précis de faible réserve ovarienne. Les oméga 3, qui sont là pour protéger les membranes, l'enveloppe fragile des mitochondries, et le NAC, un super antioxydant qui lutte contre ce qu'on pourrait appeler la rouille cellulaire, le fameux stress oxydatif qui est l'ennemi juré de nos batteries. Et là, un point absolument crucial. J'insiste vraiment sur cette diapositive. Toutes les sources le martèlent. Il n'y a pas de magie. L'efficacité de ces suppléments peut vraiment varier d'une personne à l'autre. C'est une stratégie de soutien, un coup de pouce, mais ce n'est en aucun cas une solution miracle. C'est important de le garder en tête. On passe au deuxième pilier, et celui-ci est peut-être le plus important, et pourtant c'est souvent le plus sous-estimé. Les suppléments ne peuvent pas faire de miracle si les bases ne sont pas saines. Arrêter de fumer par exemple, c'est non négociable. Le tabac est un poison direct pour les mitochondries. Pareil pour la résistance à l'insuline, la maîtriser est juste indispensable. Ok, toute cette préparation en amont est essentielle, mais ce n'est que la moitié du chemin. Une fois que les ovocytes sont prélevés, leur destin dépend d'un tout autre environnement, celui du laboratoire d'embryologie. Alors maintenant, on change complètement de perspective et on va voir comment on protège ces cellules ultra fragiles une fois qu'elles sont à l'extérieur. Ce qui est fascinant ici, c'est la différence entre un labo standard et un labo optimisé. Un laboratoire de pointe aujourd'hui, c'est un environnement anti-stress. Et le point le plus critique, le vrai game changer, c'est le niveau d'oxygène. Passer de 21%, l'air ambiant, à 5% d'oxygène, ça réduit de façon drastique la formation de cette fameuse rouille cellulaire. Et ça protège énormément les mitochondries. Le travail de l'embryologiste, c'est un véritable art de la délicatesse. Chaque geste est pesé. Utiliser des techniques d'injection moins brutales, sortir les embryons le moins souvent possible de leur incubateur protecteur grâce à la technologie du time-lapse, tout, absolument tout est pensé pour minimiser le stress sur ces cellules si précieuses. Allons encore un peu plus loin. Que se passe-t-il dans les centres qui sont vraiment à la pointe de la recherche?
Quelles sont les pistes qui sont explorées aujourd'hui pour tenter de repousser encore les limites de cette quête d'énergie pour l'ovocyte? Alors là, il faut être très prudent. Certaines approches, comme l'utilisation de l'hormone de croissance, semblent montrer des bénéfices, mais dans des cas très spécifiques. D'autres, comme le PRP ovarien ou le transfert de mitochondries, relèvent encore purement du domaine de la recherche. C'est donc hyper important de bien distinguer ce qui est une option clinique validée de ce qui est encore expérimental. Bon, après avoir exploré tous ces détails, des suppléments jusqu'aux techniques de laboratoire les plus pointues, il est temps de prendre un peu de hauteur et de revenir à l'essentiel. Finalement, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la santé de nos fameuses batteries cellulaires? La question est posée. Avec cette multitude d'options, de stratégies, d'interventions, si on ne devait retenir qu'un seul et unique facteur, le plus puissant, le plus déterminant de tous, lequel ce serait? La réponse est sans équivoque, et c'est la conclusion de toutes les sources. C'est l'âge de l'ovocyte. C'est le facteur numéro 1, celui qui pèse le plus lourd et de très loin dans la balance de la fonction mitochondriale. Et cette diapositive, elle illustre parfaitement cette hiérarchie des choses. L'âge est tout en haut, intouchable. Mais regardez juste en dessous, on retrouve les grands thèmes qu'on a abordés. Le stress oxydatif, la gestion du sucre, l'inflammation. On voit bien que les conditions du labo et le type de stimulation ont aussi un impact direct. Les suppléments, eux, ils agissent sur ces facteurs, mais leur effet reste modeste en comparaison de ces poids lourds. Il est donc primordial de déconstruire un mythe qui a la vie dure, celui du booster rapide. Il n'existe pas de pilule magique ou de solution express qui pourrait, en quelques semaines, restaurer complètement la fonction mitochondriale. C'est le résultat d'un travail de fond, d'une optimisation qui se fait sur le long terme. Et tout cela nous amène à une réflexion finale. Et si la véritable approche n'était pas de chercher la solution miracle, le supplément ultime, mais plutôt de travailler méticuleusement, sur tous les fronts, à construire l'environnement le plus sain et le moins stressant possible pour simplement permettre à la biologie de faire son travail au mieux. C'est toute la philosophie qui se cache derrière ce protocole.